Le militantisme des années 70 a été marqué par une effervescence sociale et politique dans de nombreux pays à travers le monde. Cette décennie a vu l'émergence de mouvements sociaux et estudiantins tels que l'UNEF ou la FEANF, contestant l'ordre établi et revendiquant des droits et libertés. Les leçons tirées continuent d'inspirer les militants d'aujourd'hui. Guy Laberty, bonjour. Bonjour. En toile de fond de vos précédents livres, il y a toujours l'Afrique, et le dernier ne fait pas exception, Anticolonialement vôtre, même si vous évoquez également les Caraïbes. À qui s'adressent vos réflexions ? Ces réflexions, je crois, elles s'adressent prioritairement à de nouvelles générations qui ont une autre vision du monde, qui notamment contestent la présence française sur le continent africain. Et c'est d'abord un livre qui raconte c'est le récit d'un bout de ma vie, qui est vraiment né à Bordeaux, qui est un ancien port colonial et qui était d'ailleurs un poumon de l'empire colonial, où j'ai croisé, alors que je n'avais même pas 20 ans, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes africains, d'ailleurs plus d'étudiants que d'étudiantes, je le souligne aussi, et qui aspiraient à ces libertés démocratiques. Et disons que nous avons eu un compagnonnage politique très fort avec des étudiants d'Afrique, mais aussi avec des étudiants de la Caraïbe, de l'océan Indien, de Madagascar en particulier. Et plus tard, dans ces aventures-là, j'ai aussi participé à la lutte, aux côtés de la lutte du peuple kanak, en particulier de Jean-Marie Tjibaou. Et tous ces étudiants étaient ressortissants d'anciennes colonies. D'anciennes colonies. Je dois dire que quand même à Bordeaux, j'ai aussi connu des Ghanéens. Et donc, je ne me suis pas limité dans mon action à l'espace francophone. À l'espace francophone. Plus tard dans ma vie, je crois que tous les espaces, enfin, j'étais, disons, présent dans une trentaine de pays d'Afrique, que ce soit d'anciennes colonies portugaises, y compris même d'anciennes colonies espagnoles comme la Guinée équatoriale ou le Sahara, et également, évidemment, l'espace anglophone, si j'ose dire. Alors, sous quelle forme les théories coloniales continuent-elles d'impacter les sociétés contemporaines aujourd'hui ? Vous parliez des mouvements de ces jeunes, on y reviendra, mais comment, sous quelle forme vous les percevez ? À l'heure actuelle, disons qu'il y a encore beaucoup de séquelles de ce qu'a été l'empire colonial. Et ce livre, s'il s'adresse à des nouvelles générations et parle aussi du passé, je mets un point d'interrogation à passé, parce que vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. Un passé qui est encore très présent. Très présent, notamment, enfin en particulier en Afrique, on le voit avec ce qui se passe au niveau du rejet du franc CFA, ce qui se passe au niveau de la présence militaire française par exemple, et défense et monnaie, qui ont été quand même toujours les piliers de l'empire colonial. On le voit aussi toujours aux Antilles, et ce qui se passe en ce moment à la Martinique, sur la vie chère, etc. En fait, ce sont des séquelles d'une situation coloniale au plan économique, avec les mêmes familles qui dominent aujourd'hui l'espace commercial, et évidemment ce qui se passe aussi en Nouvelle-Calédonie. Moi, tout au long des années 80, il y a eu cette lutte du peuple kanak pour l'indépendance. Vous voyez que la situation reste encore très marquée quand vous voyez par exemple qu'un dirigeant kanak du dernier mouvement est aujourd'hui incarcéré à Mulhouse. Pour moi, c'est une aberration. Aujourd'hui, se dire anticolonial, ça a son plein de sens, et je crois que les générations nouvelles doivent savoir ce qu'a été ce passé, qui a été un passé militant, un passé partagé. Et je dois dire que ce que je voudrais voir, c'est qu'il y avait un véritable internationalisme, je me rappelle, dans ces mouvements étudiants. Et qui a vécu ? Je ne dirais pas qu'il a vécu, mais effectivement, la FEANF, évidemment, qui, elle, a vécu, puisqu'elle... Vous rappelez ce que c'est, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui a joué un rôle, évidemment, historique très fort par rapport aux indépendances. Dont les leaders ont beaucoup pesé au moment des indépendances. Oui, absolument. Et bon, après, il y a des leaders de la FEANF qui sont devenus chefs d'État, Alpha Condé, par exemple, et d'autres que je pourrais citer. Mais disons qu'aujourd'hui... assez curieusement, d'abord, ces mouvements ne s'expriment pas politiquement très fortement aujourd'hui, et la dimension panafricaine a un peu pâli.
C'est-à-dire que Mais la jeunesse la reprend quand même aujourd'hui. Elle la reprend sur le continent, mais effectivement, à l'époque où j'étais étudiant, c'est donc assez longtemps, je dirais que la FEANF a été quand même un véritable creuset de ce panafricanisme, et je constate qu'effectivement, il y a plutôt un retour, une réaffirmation de ce panafricanisme, parce que l'avenir de l'Afrique ne peut reprendre son destin que si, effectivement, elle regroupe l'ensemble de ses forces, quel que soit l'espace anglophone, ou lusophone, ou francophone, ou hispanophone. Pour aboutir au souhait de Nkrumah, qui étaient les États-Unis d'Afrique. Absolument, et effectivement, dans le cadre de la mondialisation, où les enjeux se passent essentiellement entre les États-Unis et la Chine, je crois que l'avenir de l'Afrique, il est dans la libération de toutes les tutelles, y compris la tutelle française. Et ça correspond tout à fait à ce qui a été mon engagement public pendant des décennies. Et quels sont les stéréotypes, selon vous, les plus persistants qui doivent être déconstruits? Et de quelle manière? La tutelle, elle s'exerce encore très fortement au plan économique, et c'est un blocage du développement à travers la monnaie et à travers la défense. Et ça, ce sont vraiment... Les accords de défense et le franc CFA. Oui, les accords de défense et le franc CFA, c'est déterminant dans l'avenir du continent africain. Je dirais d'ailleurs que très récemment, la réforme monétaire de l'ECO, qui était vraiment engagée par des chefs d'État de la CEDEAO, a été, j'ose le dire, confisquée par un duo qui est le président Macron et le président Ouattara, qui ont même surpris certains chefs d'État africains qui participaient à cette réflexion pour avoir vraiment une monnaie africaine qui pouvait être établie. Ça, c'est le choix, disons, des chefs d'État, ce dont ils discutaient. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a peu, cette réforme de l'ECO a été littéralement confisquée. Pour les questions militaires, moi, j'ai quand même le souvenir que ces bases militaires françaises, ça fait un moment quand même que... On parle de les supprimer. On parle de les supprimer. Et déjà, à l'époque, il y a plusieurs décennies, quand on parlait de réduire leur nombre, c'était déjà extrêmement osé et très peu accepté. Je dois dire que le franc CFA et la défense, et le pilier de la défense, sont deux piliers qui n'ont pas été réellement remis en cause ici en France, que ce soit la droite ou la gauche qui soit au pouvoir. Et quelle responsabilité justement porte la classe politique ? La classe politique, bon, j'oserais dire que je pense qu'encore, en France, je parlerai de la France, je pense que la mentalité coloniale est encore présente dans beaucoup de têtes, malgré les discours. Il y a toujours une forme de paternalisme. J'ai entendu dire Guy, tes positions sont dangereuses, nous sommes français. Ce qui veut dire que la colonie est toujours bien présente dans les têtes. Alors sur le continent, vous en parliez au début de cet entretien, plusieurs jeunes revendiquent cette rupture avec le passé colonial pour une société plus juste. Quelle lecture faites-vous de leurs revendications ? Leurs revendications, aujourd'hui, elles s'expriment de façon très frontale, je dirais très brutale, parce que je crois que ça fait très longtemps que ces choses-là traînent. Je crois qu'il est intéressant de voir, par exemple, ce qui va se passer au Sénégal. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très fondamental, parce que là, le peuple sénégalais a quand même largement choisi des politiques sénégalais qui se prononcent pour la rupture. Pour une rupture. Alors, notamment le Premier ministre. Oui, c'est-à-dire que je ne vois pas, c'est pas simplement une rupture avec l'ancienne tutelle coloniale, mais c'est aussi que l'Afrique prenne son destin en main. Et en cela, les responsabilités du nouveau président sénégalais, du Premier ministre, sont d'abord très lourdes à assumer par rapport à la jeunesse sénégalaise, mais aussi par rapport au message qu'il porte par rapport à l'Afrique de l'Ouest notamment, et le continent africain en général. Quelles sont les expériences personnelles du militant de l'UNEF que vous avez été et qui ont influencé votre réflexion sur l'anticolonialisme ? Je dois dire qu'on avait des mêmes aspirations d'abord pour des libertés démocratiques. Et ça s'est réalisé dans le tournant des années 80, il y a les indépendances. Et puis les années 90 avec les conférences nationales. C'est ça, il y avait avant, la règle, c'était les partis uniques, les juntes militaires, à de rares exceptions près d'ailleurs, dont le Sénégal, timidement, mais ça c'est le fruit de l'histoire. Et donc,
ces conquêtes ont été faites, mais on a vu aussi qu'il y a eu une très grande insatisfaction populaire parce que je dirais qu'il y a eu des habits de la démocratie qui ont été mis en place, mais en fait qui cachaient des réalités très conservatrices. Et en fait, y compris ce qu'on a appelé la France-Afrique, continuait de perdurer au-delà de ces libertés démocratiques. Je pense que la très grande marque, enfin ce qui a marqué évidemment mon militantisme, c'est ce qui s'est passé notamment en Côte d'Ivoire, où c'est de la façon, je dirais, la plus caricaturale que la volonté de l'État français d'imposer à un peuple, au peuple ivoirien, son histoire, s'est manifestée le plus fortement. Et je dois dire que l'élection du président Gbagbo, qui n'était pas du tout attendue, a été immédiatement combattue au niveau de l'État français. On vous sait justement très proche de Laurent Gbagbo et de Thomas Sankara. Pensez-vous qu'ils ont payé très cher leur opposition à l'ancienne puissance coloniale? Certainement, de façon différente, parce que Laurent Gbagbo, à l'époque, en tout cas au temps de l'exil que je décris, les coups d'État, il ne voulait pas en entendre parler, y compris d'ailleurs celui de Thomas Sankara. Moi, j'ai très bien connu Thomas Sankara, puisqu'à l'époque, j'animais une revue, on s'est vus, et je dirais que le sankarisme m'a guéri de l'illusion qu'on pouvait aller vite à la démocratie en passant par des raccourcis militaires. Et je reste convaincu de cette idée-là, et je dois dire que c'est ce que j'ai retenu d'un compagnonnage qu'on a eu et qui s'est fait d'ailleurs dans des conditions extrêmement franches, parce que Thomas Sankara acceptait bien les critiques venant de gens qui n'étaient pas du Burkina, mais il avait un peu de mal à accepter celles qui venaient de ses compatriotes. Vous dites, Guy Laberty, que vous êtes un ovni dans l'univers politique d'une France où se tapit souvent dans le coin des têtes une mentalité coloniale. Avez-vous espoir que cela change? Absolument, je crois qu'il faut toujours garder un esprit de révolte. Pour moi, faire de la politique, c'est pas pour gérer le pouvoir, c'est pour changer le monde. Et si on ne garde pas cette boussole-là, on tombe dans une forme de gestion et on fait, d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre, on continue de bâillonner les expressions populaires. Guy Laberty, merci. Merci beaucoup.